Merci Natalia. Merci Natalia. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à cette... quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être il faut métaboliser dans une deuxième part. Alors je vais... Oui, à la fin, éventuellement. Je vais inviter Christiane à me rejoindre ici. Alors maintenant, ce sera le moment de Madame Christiane Dunoyer, le directeur du Centre d'études franco-provençales, qui va nous parler des pratiques linguistiques et représentations identitaires autour de l'intercompréhension. Merci Christiane. Alors, rebonjour. Je cherche rapidement. Vin après 30 minutes, puis 10 minutes plus là. Et elle ne va pas trouver la flèche pour le fieu. Ma salle, il y a pas bague. Non. Il n'est pas la même bague. C'est pas perché. Les blocos. Et allez, si là, c'est pour pas chaud, non? Non, perché la blocco. No, det Sanchez från fiançanza. Depois nem que professor. Bom, mais fiançanza. Fiançanza. Ou ma dessin. Bon, semblerait que l'ordinateur les bloqua. Par rapport au titre de l'article, je m'étais prise la liberté de changer un petit peu, d'aller un peu plus loin dans le développement de la réflexion. C'est-à-dire que je tenterai de faire un résumé, on va dire, de l'article dans ma première partie. Et dans la deuxième partie, je tenterai d'annoncer les nouvelles perspectives pour aller un peu plus loin. Donc ce ne sera plus les pratiques linguistiques autour de l'intercompréhension, mais ce sera des pratiques sociales et linguistiques à la réflexion sur l'aménagement linguistique. Voilà, merci. Merci Natalia. Et donc, voilà, c'est bon. Voilà. Dans l'article, je me suis intéressée au phénomène de contact au niveau micro. À l'intérieur du franco-provençal, donc, les dynamiques existant entre les nombreuses variations diatopiques et diastratiques internes au franco-provençal, en prenant en compte la variation réelle, bien au-delà du nombre des variétés communales, et en m'intéressant aussi aux productions hybrides, celles qui n'ont jamais été étudiées et prises en compte jusqu'à nos jours, attendu que le discours autour de la variation est très riche auprès des locuteurs de la langue. Et il s'agit donc bien du discours autour de la variation et indépendamment de l'intercompréhension qui est quand même assez générale d'après les enquêtes qui ont été menées. Donc seulement deux considérations d'ordre méthodologique. Je pratique une anthropologie à l'écoute des pratiques et des représentations, donc avec beaucoup d'observations directes, beaucoup d'enquêtes aussi. Et en particulier, je me réfère là à de gros corpus, l'un étant à la base de mon étude sur les nouveaux patoisans, que j'ai réalisé en 2010, et l'autre qui est le fruit de deux enquêtes parallèles qui ont été réalisées entre la Vallée d'Aoste et le département de la Savoie entre 2014 et 2016. En plus, encore quelques nouvelles enquêtes qui concernent aussi le Valais. Donc vraiment, en restant très, très près des pratiques et des représentations, j'estime, en reprenant Digard, 2012, l'hypothèse de travail la plus raisonnable parce que la plus positive, au sens où c'est celle qui laisse le moins de place aux aléas de l'interprétation.
Et en même temps, voilà, et, évidemment, il ne s'agit pas de se borner à la vision canon ceux qui pratiquent la langue, mais il y a aussi tout un travail de mise en perspective et d'interprétation, d'autant plus quand on est insider, comme c'est mon cas. Donc, en mettant en relation les données des différentes régions du domaine, donc en mettant à profit cette variation et cette variété de situations et de pratiques. Et en prenant aussi du recul avec, en analysant en parallèle d'autres situations linguistiques en dehors du domaine franco-provençal. Il faut ajouter que quand je ne me suis pas intéressée directement au franco-provençal, j'ai quand même fait de l'anthropologie toujours sur la même région, ce qui m'a permis quand même d'enregistrer énormément de données concernant la langue, même si je m'occupais d'autres types de contenus, parce que bon, quand même la langue était là en tant que voilà, langue véhiculaire, donc après ça constitue quand même des corpus intéressants. Juste quelques exemples avant d'aller plus loin. Voilà, quand je parle de variation et que je parle du discours du locuteur autour de la variation, je parle d'exemples comme celui-ci, c'est-à-dire que le mot manger voilà, fait l'objet de toute une série de considérations, c'est-à-dire que si le mot le plus ordinaire qu'on peut utiliser pour traduire le verbe manger, c'est meudzi. Puis avec, bon, j'entre pas dans la phonétique, donc je parle seulement du lexème. Après, il y a toute une série de mots qui peuvent être utilisés ou non avec des connotations différentes ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans vous pouvez trouver des locuteurs qui font la distinction entre pequier, rodzé et meudé. C'est-à-dire que selon alors, pequier, ce serait pour ceux qui sont dotés d'un bec, donc évidemment surtout la volaille, rodzé, les autres animaux, et meudé pour les hommes. Mais ça se trouve que certains locuteurs dans les pratiques, et puis aussi dans le discours autour des pratiques, reconnaissent utiliser le mot pequier, ou notamment le mot pequier, pour l'humain. Donc voilà. Puis il y a le mot meurquier, qui est un mot argotique en principe à l'origine, mais en réalité, après, il y a des personnes qui l'utilisent dans le langage courant. Voilà, juste un petit exemple. Un autre exemple autour du mot trahison. Quand on dit variation au niveau communal, et puis voilà, on se rend compte qu'on peut enregistrer facilement des conversations de ce type. Il s'agit de 4 personnes de la même commune qui discutent autour du mot trahison. Et alors justement, vous voyez les différences de prononciation. 4 locuteurs, je dis des locuteurs natifs convaincus voilà, quand même, qui démontrent une certaine assurance dans leur pratique de la langue, dans leurs compétences. Trahison, traison, d'abord, pas traisons, traisonzo. Et voilà, évidemment, l'éclat de rire, parce qu'on se rend compte qu'il y a des situations où voilà, la variation va assez loin, même à l'intérieur de la commune. Donc, à l'intérieur de la commune, il y a encore des situations de variation. Et en général, même dans les dynamiques entre communes, ou à l'intérieur de la commune entre les villages, ou entre une commune et la commune voisine, ou bien entre la commune et les communes éloignées, il y a énormément de dynamiques qui s'enchevêtrent et une situation qui plus est vraiment évolutive. C'est-à-dire que la situation n'est pas définie une fois pour toutes. Dans l'article, j'ai analysé les stratégies individuelles autour de la variation, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent une variété et une seule, mais qui disent maîtriser d'autres variétés, des personnes qui disent maîtriser une seule variété, et des personnes qui jonglent avec plusieurs variétés. Il faut préciser dans ce cas que la vallée d'Aoste, en vallée d'Aoste, on peut retrouver une situation un peu particulière, car sur l'ensemble du domaine franco-provençal, il s'agit de la seule région, où 2 phénomènes concomitants qui ne sont pas présents ailleurs avec la même intensité se présentent ici et ils jouent un rôle important. C'est-à-dire le maintien de la pratique active de la langue et en même temps l'augmentation de la mobilité sociale typique de la société contemporaine.
Et la conséquence de l'association de ces deux phénomènes font que les locuteurs peuvent avoir de nos jours jusqu'à 4 ascendances différentes et donc des compétences dans 4 variétés franco-provençales. C'est le cas extrême, je ne veux pas dire que c'est la situation ordinaire, mais quand même, voilà, par rapport à la variation, il faut tenir compte de cet aspect en Vallée d'Aoste. Parallèlement, il y a des stratégies qui sont collectives, par contre. C'est-à-dire, voilà, j'arrive. Bon. Stratégie collective, c'est-à-dire qu'à l'échelle de toute une petite communauté, il y a une stratégie collective par rapport à la variation. Un exemple qui est assez significatif, celui de Cogne, commune de la Vallée d'Aoste. La prise de conscience collective du phénomène va jusqu'à l'attribution d'une dénomination spécifique pour définir ce code utilisé avec les personnes en dehors de la communauté. Donc on dit loupienin pour dire exactement, pour se référer à cette variété qu'on utilise quand on parle avec quelqu'un qui, soi-disant, risquerait de ne pas comprendre correctement ce qui est dit en patois de Cogne. C'est ce que disent les Cognens quand ils justifient cette attitude. Ce non horrendum concio que nous ne comprenions pas. Donc voilà. En réalité, là, il y a une anecdote, je vous la raconterai peut-être plus tard, je crois que je n'ai pas le temps dans le temps que j'ai là. Il y a une anecdote, bon, je ne raconte pas l'anecdote, mais c'est intéressant, l'expression preza patoué, parce que c'est un locuteur de Cogne qui parle à un autre locuteur de Cogne par rapport à ce qu'il est en train de parler avec moi. Et il le reprend en lui disant preza patoué, parce qu'il est en train de parler piénin. Piénin, c'est pas patois. Donc voilà, c'est intéressant au niveau des représentations, comment il a utilisé le mot patois dans ce cas. L'analyse des représentations autour de la notion de bon locuteur et de la forme légitime de la langue illustre la tension qui existe entre deux notions clés. D'un côté, la représentation de la langue franco-provençale, donc une vision qui va au-delà de la variation, et la représentation de chacune des variétés en tant que langue à part entière pour le locuteur qui s'exprime dans une variété locale et qui résonne en ces termes. Un exemple, toujours par rapport à ces deux visions extrêmes, il y avait eu un reportage à la télé avec une femme de la basse Vallée d'Aoste qui avait fait une interview. Et j'ai rencontré un agriculteur de la plaine d'Aoste qui a fait une réflexion. Il a remarqué la différence assez importante selon lui dans la langue de cette femme. Et il a dit drôle, et pourtant les bento patoué. Donc il ne met pas en doute que ce soit toujours la même langue, mais il reconnaît qu'il y a une variation assez importante à son intérieur. Et puis, un exemple qui me vient du Valais, tout récent, voilà, là aussi, c'est la reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire que c'est deux femmes qui parlent par rapport à l'élément valdotin qui s'est inséré dans la conversation. Et la fille dit à la mère, « Maman, fa de ja patoué, et sous sang, de vu ja patoué, tout pareil comme non, on se comprend bien. » Alors, il n'y a pas de doute, c'est toujours la même langue, même si on reconnaît qu'il y a une variation. Et donc, sur la base de ce qui précède, je vais commencer un certain nombre de réflexions sur l'interdépendance dynamique qui se crée entre des individus et des configurations sociales. C'est-à-dire que il est possible d'avancer quelques réflexions sur les stratégies de communication du sujet qui rencontrent la variété de l'autre ou qui rencontrent les autres variétés franco-provençales. Nous mettrons donc ces pratiques en relation avec l'état de vitalité de la langue sur certains territoires, aussi bien qu'avec les représentations de la langue. Et on va voir ce que ça va donner. Premier point, je vais reprendre la distinction de Natalia Bichurina entre situation linguistique diffuse et focalisée. Et donc, je reprends juste ces définitions.
Situation linguistique diffuse, typique des régions de montagne des 3 pays, au centre du domaine, où le franco-provençal est parlé au quotidien. Et puis, situation linguistique focalisée, typique des zones périphériques moins élevées, des grandes villes, des grandes industries. J'ajoute, pour résumer sa citation, cette deuxième situation correspond là où la pratique est en déclin et où les dépositaires du sentiment de légitimité autour de ces usages ont cédé la place à des usagers qui se meuvent dans un système plus ou moins clos, où il est possible de prescrire des normes et de s'y tenir justement parce qu'il n'y a plus le sentiment de légitimité porté de l'avant de la part des usagers traditionnels, on va dire. Nous pouvons vérifier que les situations de contact changent auprès de ces 2 types de situations linguistiques, mais pas d'une manière directe et univoque. C'est-à-dire que on se rend compte que la notion de vitalité de la langue donc, joue un rôle important, mais elle doit être combinée aux représentations de la langue pour que cela soit vraiment significatif. C'est-à-dire que si la vitalité de la langue favorise certainement des situations de contact, notamment d'un point de vue quantitatif, les représentations de la langue jouent aussi leur rôle. Je propose donc 2 exemples extrêmes, là aussi, et ils sont relatifs à la Savoie. Alors ça, je suis allée trop vite. Donc, juste pour comprendre justement que la vitalité de la langue est combinée avec les représentations donne un peu une clé d'interprétation autour de cette question. Il y a en Savoie un certain nombre de groupes de patois, définis tels, où les locuteurs, souvent il s'agit de locuteurs tardifs, ne pratiquent guère la langue en dehors de leur association. C'est-à-dire que même quand cela serait possible, ils aiment bien pratiquer le franco-provençal uniquement dans le cadre de cette association, parce que pour eux, c'est la langue des souvenirs d'enfance, de leur village, finalement aussi un peu d'un monde révolu, si bien que le pratiquer au sein de l'association crée un lien fort de complicité entre ses membres. Et cette démarche s'inscrit dans l'articulation langue-locuteur-territoire. Il n'est donc pas trop envisageable d'exporter la langue en question en dehors du territoire investi par ce type de représentation. Autre exemple, il existe des locuteurs, souvent d'ailleurs il s'agit ici d'une autre catégorie, c'est-à-dire des néolocuteurs, mais aussi ça peut être des locuteurs natifs, qui désirent simplement utiliser le franco-provençal, mais ils se trouvent dans un milieu où cela n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans leur entourage des locuteurs avec qui partager cette pratique. Donc ils sont obligés de chercher la langue, pas dans la proximité, mais dans d'autres dynamiques. Et ils se confrontent donc systématiquement à d'autres variétés. Pour ces derniers, le franco-provençal est une langue à valoriser, dont l'apprentissage a parfois requis de gros efforts d'ailleurs, surtout s'il s'agit de néolocuteurs, parler sur un territoire beaucoup plus vaste que leur zone de résidence. Et ici, on se rend compte qu'il y a 2 représentations différentes du territoire linguistique. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit d'un territoire qui, dans leur représentation, n'a pas grandi avec le temps. C'est-à-dire qu'il s'agissait déjà, depuis l'acquisition de la langue, d'un territoire vaste, et contrairement à l'autre groupe, qui reste attaché à la représentation d'un territoire restreint, correspondant à celui de leur première expérience linguistique, et qu'en dépit des connaissances théoriques acquises avec le temps, ne peut pas être vraiment transformée. Donc, la pratique de la langue reste subordonnée à cette représentation d'un territoire plus étroit, à l'intérieur duquel on pratique la langue, mais pas à son extérieur. Voilà, je passe, j'avais encore un exemple, je passe. J'ai aussi croisé ces réflexions avec une autre notion importante, c'est-à-dire l'écart entre sociabilité de proximité et sociabilité élective.
Ça signifie que la correspondance entre le locuteur pratiquant une seule variété et une certaine représentation de l'identité villageoise ou communale est liée à une tradition de sociabilité de proximité ou bien à une perte de prestige de la langue qu'il ne sied pas d'exporter avec soi. Il est possible de vérifier cela auprès des communautés linguistiques de type diffus, où la mobilité ne serait pas exclue, mais aurait tendance à converger dans un processus de reconstruction de la cohésion sociale, favorisant ainsi la pratique de la variété locale. C'est le cas encore aujourd'hui, c'était le cas autrefois, bien souvent, lorsque les filles, par exemple, partaient se marier dans un autre village, où les jeunes ménages abandonnaient les terres de la montagne pour aller s'établir peut-être dans une ferme dans la plaine. L'unité villageoise tendait à se refaire aussitôt autour des nouveaux arrivés. Inversement, avec l'accroissement de la mobilité sociale, je dis l'accroissement parce que c'est clair que quand on parle de mobilité sociale dans nos régions de montagne, ça n'a rien à voir avec la mobilité sociale dont on peut parler quand on parle d'autres régions européennes. Mais quand même, il y a eu certainement un accroissement assez important de la mobilité sociale qui a affecté les comportements linguistiques. Et donc, avec l'accroissement de la mobilité sociale et la perte progressive de l'ancrage à un certain territoire, la société évolue vers des formes de sociabilité élective à l'intérieur desquelles le locuteur peut exprimer une identité franco-provençale au sens plus large en côtoyant des locuteurs aux productions variées. Et ce qui fait que les pratiques sociales et culturelles et linguistiques surtout changent justement dans ce nouveau contexte et ça se complexifie. Ça se complexifie au point que même les repères autour les repères identitaires autour de la façon de parler ne sont plus vraiment définis comme dans une situation très stable où l'on bouge très peu. Et les locuteurs peuvent comme ça, même d'une manière assez humoristique ou ironique, quand même se reprocher les mutuelles appartenances identitaires, etc., sur la base des mots utilisés. Et voilà. Donc, on se rend compte qu'en croisant les pratiques autour de la communication, le discours sur l'intercompréhension et les représentations identitaires des différents locuteurs, il est possible de brosser un tableau riche de la réalité franco-provençale contemporaine. Et à mon avis, c'est vraiment ce tableau qui donne la vraie mesure de la vitalité d'une langue au-delà des nombres. C'est-à-dire que la complexité de ces situations et la complexité des façons de pratiquer et de vivre cette langue au quotidien est une preuve quand même de sa vitalité parce qu'il est vraiment très varié et ça change énormément comme j'ai tenté de le montrer. Il y a deux tendances en plus qui apparaissent clairement, juste avant de conclure, je les mentionne encore. La recherche de stratégies de communication efficaces, c'est-à-dire que quand même, quand on parle, c'est pour se faire comprendre et aussi pour, évidemment, pour présenter une communication, une situation de communication agréable à son interlocuteur. Et une représentation de la langue au-delà de la variation, qui ne coïncide pas toujours d'ailleurs, voire pas souvent, avec la pratique d'une seule variété ou de plusieurs variétés, comme on l'a vu à travers les exemples précédents. Une représentation de la langue au-delà de la variation existe, c'est-à-dire que la représentation de la langue franco-provençale peut être propre aux locuteurs qui ne pratiquent qu'une seule variété, tout comme aux locuteurs qui pratiquent, qui maîtrisent ou qui quand même se confrontent souvent avec plusieurs variétés. Nous voyons donc émerger une grande variété de comportements linguistiques, de pratiques et de représentations linguistiques, entrant en relation avec la mobilité des individus et des groupes sociaux, avec le prestige dont peut être investie la langue, et avec la vitalité aussi de la langue elle-même. Il en découle que les enjeux de toute normalisation sont multiples, ce qui fait apparaître la difficulté de toute démarche dans ce sens. La question de la légitimité des formes particulières de la langue est incontournable. Et cela, non seulement en fonction de l'intercompréhension, mais aussi en fonction, par exemple, du positionnement identitaire des locuteurs, qui évolue
au gré des nouvelles pratiques parfois. Et donc voilà, en même temps, on peut dire que les nombreux locuteurs contemporains ne s'inscrivent pas tous dans la dichotomie opposant une logique de transmission de langue maternelle ou bien des dynamiques inhérentes à l'exercice intellectuel, mais il y a aussi beaucoup de dynamiques qui appellent des stratégies de communication très variées et des comportements qui ont quand même un fond identitaire assez complexe. Et je crois que c'est justement pour cela que je voulais arriver à ces conclusions, parce que ça va un peu dans le sens de la table ronde qui suivra. Et ce n'est pas ce qui doit décourager tout effort de réflexion autour de la standardisation ou des choses du genre. Au contraire, la complexité de la question est une preuve de la légitimité de ce type de réflexion, qui doit être très ouverte et qui peut porter beaucoup de réflexions encore. Je vous remercie.